Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur pour nous de recevoir les professeurs Gabriel Banzama Lalé. Il est enseignant des droits constitutionnels à l'université de Lubumbashi. Les professeurs Gabriel Banzama Lalé est député provincial honoraire du Haut-Katanga. Le professeur Gabriel Banzama Lalé est haut cadre du Front commun pour les Congos. Avec lui, nous allons échanger autour de l'actualité des leurs, notamment les discours de Joseph Kabila Kabange, la levée de ses immunités au niveau du Sénat, mais aussi de son arrivée à Goma. Le professeur va nous donner son analyse, mais aussi commenter ces différentes questions. Merci de nous rejoindre sur Congo Monde TV et sur l'ensemble de nos plateformes digitales et sur Internet www.congomonde.cd. Professeur Gabriel Banzama Lalé, bonjour et bienvenue à cet entretien spécial. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de plusieurs sujets. On va commencer par le premier. Il s'agit de la sortie médiatique du président honoraire Joseph Kabila Kabange. Professeur Banzama Lalé, quelle lecture faites-vous de la sortie médiatique de Joseph Kabila après 6 années de silence? Était-elle, selon vous, nécessaire, cette sortie médiatique? Oui, je pense que il vient de faire une sortie médiatique après 6 ans de silence, comme vous le dites bien. Nous connaissons Joseph Kabila aux côtés de son père, né dans le Maquis, ayant grandi dans le Maquis. Il s'est retrouvé dans la guerre pour la révolution qui a été menée dans le cadre de l'AFDEL jusqu'à prendre le pouvoir en chassant la dictature mise en place par Mobutu. Et Joseph Kabila a été connu pour la première fois par le public congolais. La deuxième sortie, comme vous le dites, 5 et 7 ans après qu'il ait exercé le pouvoir, 18 ans durant, il s'est retrouvé être en exil politique parce que mis dans des conditions inconfortables ici, et il s'est retrouvé en exil. Aujourd'hui, il réapparaît pour la deuxième fois et je crois c'est un homme politique attaché à son pays. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas s'en éloigner. C'est pourquoi nous disons bienvenue à Joseph Kabila à la tête de son activité politique qu'il a laissée, que nous appelons le FCC. Dans son discours, l'ancien président parle d'un coup d'État institutionnel en 2020. D'un point de vue constitutionnel, cette affirmation est-elle fondée? Oui, je crois qu'il y a trois sortes de coups d'État que l'on puisse bien noter. Il y a le coup d'État militaire, quand l'ordre institutionnel mis en place est renversé par un coup de force militaire. On parle d'un coup d'État. Un d'eux, comme celui que Mobutu avait perpétré le 24 novembre 1965. C'était un coup d'État militaire. On parle d'un coup d'État institutionnel dans la mesure où l'ordre institutionnel mis en place par la Constitution est renversé par les autorités qui sont mises en place. Donc, dans le cas d'espèce, nous disons la majorité parlementaire avait basculé, avait été convertie en la majorité politique favorable au chef de l'État par un coup de baguette magique, une démonstration impossible. Nous l'avions déjà relevé en son temps. Les députés étaient menacés d'être renvoyés au chômage. Les députés étaient menacés de rentrer chacun dans sa circonscription pour retrouver sa petite vie, celle de pauvreté, sans boulot, sans travail. Vous comprenez que sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan mental, ils n'ont pas su supporter la mise à terme de leurs activités de députés. Nous parlons aussi du gouvernement, le gouvernement Ilunkamba, qui a été remplacé dans les conditions que vous connaissez par le fait du changement de la majorité parlementaire. On a vu Madame Mabunda, Monsieur Alexis Tambwe Mwamba, chacun à la tête d'une chambre de parlementaires, qui ont été remplacés
de manière cavalière, tout d'un coup, on se retrouve devant une nouvelle figure de la vie politique au niveau des institutions de l'État. Le chef de l'État est resté le même, mais les institutions ont été changées. Il ne faut pas ignorer que le pouvoir judiciaire a connu ou a été décapité par le fait que le président, le premier président de la Cour constitutionnelle, à la personne de Papa Luamba, paix à son âme, avait été contraint à devoir démissionner. Cela a été fait et nous connaissons tous. On a vécu l'épopée des deux juges de la Cour constitutionnelle, notamment les Kilomba, et qui ont inquiété le paysage politique dans notre pays, au point où on a commencé à vivre les premières séquelles de la dictature qui n'a pas de nom. Donc voilà un peu tout ce que ça représente, c'est un coup d'État institutionnel. Donc les institutions avaient été changées à souhait du fait de la volonté de l'homme qui a le pouvoir, c'est de garantir pourtant le bon fonctionnement des institutions. Joseph Kabila a également accusé les régimes actuels d'avoir violé la Constitution, affaibli les institutions et détruit l'héritage de la première alternance démocratique. En tant qu'enseignant de droit constitutionnel, partagez-vous ces constats? Tout à fait. Je le partage, les explications se trouvent dans ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que la première alternance du pouvoir dans notre pays, si pas en Afrique en général, exception faite de quelques États comme l'Afrique du Sud et quelques États ailleurs, mais sinon, nous constatons que après beaucoup de tentatives ratées, des mutations politiques très agitées, très turbulentes, ici chez nous, c'était la première fois qu'un président vivant laissait son pouvoir en faveur d'un nouveau président et il restait ensemble. D'ailleurs, sur ce point, il faut remarquer que les premiers pas de leur cohabitation faisaient que les deux se rencontraient pas comme compatriotes, ils se rencontraient comme des frères et amis, vivant ensemble, se rendant visite, mangeant ensemble. C'était un paysage nouveau qui méritait d'être préservé, quelles que soient les éventuelles fautes ou écueils que ça pouvait réclamer, qui pouvaient être relevés sur le chemin. Dans son discours, Joseph Kabila évoque un climat d'intimidation, des tribalismes, des populismes et une instrumentalisation de la justice. Comment interprétez-vous ces accusations, en particulier dans les contextes politiques actuels? Je pense que nous venons de vivre une période très critique. Même sous la période de Mobutu, la justice n'était pas aussi instrumentalisée que cela soit aujourd'hui. Aujourd'hui, la justice commence à effrayer. On ne sait pas quand on va avec une cause en justice, quelle va être la part de justice que l'on va distribuer par les agents de la justice, les agents qui sont les administrateurs de la justice ou les juges qui ont la charge pourtant d'équilibrer le comportement dans la société. Au lieu de distribuer la paix, ils distribuent les crises et des mécontentements à tous égards, tout simplement parce qu'on tient compte de l'appartenance politique. Donc vous comprenez même la mise en place dans ce domaine-là, la plupart des cas, on a ciblé des magistrats qu'il faille mettre qu'il faille mettre dans telle circonscription territoriale dans le but de jouer un rôle de terreur bien déterminé. Donc c'est très inquiétant. Comment vous voulez, nous avons une justice qui reste indifférente vis-à-vis des individus qui viennent avec une tendance politique de nature à ternir l'image du chef de l'État. Où vous trouvez des individus qui, de longueur de journée, passent à des injures, passent à la profanation, passent à la destruction des édifices publics et la justice reste indifférente. Ça inquiète. Une telle justice, je crois que les cas sont légion pour démontrer en quoi elle est instrumentalisée. Elle devient même un énième pouvoir au service du pouvoir public, ce qui n'est pas correct. Professeur Banzama Lale, dans son récent discours,
Joseph Kabila propose un pacte citoyen de refondation nationale et appelle à la fin de la dictature. Le FCC et votre parti, l'APRECO, se reconnaissent-ils dans cette démarche? Merci beaucoup pour la question. Nous, on avait déjà le flair lors des élections de 2018. Vous vous rendez compte, sur notre effigie, nous avons écrit voter pour nous. C'est voter pour la refonte de l'État du Congo. En quelque sorte, l'État du Congo mérite d'être refondé à plusieurs égards, en tenant compte, un, du devoir de faire de lui un État de droit. Deux, de faire de lui une puissance politique nationale. Et trois, cette puissance politique nationale fondée sur la démocratie. Un, politique, démocratie, politique, économique, sociale et culturelle. Tout ça n'existe pas encore. Nous devons y réfléchir pour savoir donner l'esprit et la lettre, donc traduire en réalité ces trois défis que le constituant de 2006 a insérés dans le préambule de sa constitution. En tant que constitutionnaliste, que pensez-vous de l'implication d'un ancien président dans les débats politiques nationaux? Cela renforce-t-il ou fragilise-t-il les institutions de la République? D'abord, le droit est très vaste, je pouvais bien dire, il est très élastique. Je n'ai pas la prétention d'en maîtriser de manière suffisante pour peu que je puisse savoir. Je ne trouve pas une seule disposition de la Constitution qui annihile la présence du chef de l'État honoraire dans les débats politiques. Et pour le cas d'espèce, vous l'avez dit au début, pendant 6 ans, Joseph Kabila n'a pas parlé. Il est resté muet. Il vient de parler une seule fois. Et ça, c'est être dans les débats politiques, c'est engager les débats politiques, point d'interrogation. Mais il ne faut pas ignorer que nous sommes dans une phase où Joseph Kabila n'est plus Joseph Kabila I. Il est différent de Joseph Kabila I dans la mesure où je compare son être à celui de Napoléon Bonaparte en France. On l'appelait Bonaparte, on l'appelait Bonaparte, et finalement on l'appelait Napoléon, et finalement on va l'appeler Bonaparte. Ça explique les mutations qu'une personne puisse se connaître en soi-même. D'un militaire à un civil, c'est très différent. Et c'est le cas aujourd'hui. Si Joseph Kabila s'est permis de revenir, il ne faut pas ignorer qu'il est à la tête d'une grande famille politique que nous appelons le FCC. Quand il est parti, il a laissé le FCC être tiré par tout le monde, être assassiné par tout le monde, subir tout ce qu'on a dû vouloir lui faire subir, mais il est revenu, ça requinque, ça réconforte tous les partisans du FCC, entre autres moi qui vous parle. Au moins, le papa est rentré en langage commun, on dit Tata Yenzala Isili. En d'autres termes, nous avons maintenant quelqu'un au nom de qui nous pouvons parler efficacement. Joseph Kabila, puisque nous parlons de lui, a vu ses immunités être levées au niveau du Sénat, ouvrant la voie à des poursuites pour trahison et crimes contre l'humanité. Quelle est votre réaction à cette décision du Sénat? Sur le plan strictement du droit, je crois que c'est une parodie. C'est une comédie qui est indescriptible dans la mesure où il faut d'abord que l'on réussisse à expliquer ce que est le concept des immunités. L'immunité, c'est quoi? C'est une sorte de parabrise que l'on donne à une personne pour l'empêcher d'être traîné par les cours et tribunaux au gré des juges. Pourquoi? Parce que c'est un honorable, un dignitaire qui mérite la considération réservée à la qualité du travail qu'il avait déjà accompli dans la société ou qu'il accomplit dans la société. Et à ce titre, il est protégé. Donc les immunités, c'est un mécanisme de protection. Mais si alors il s'avérait que l'individu protégé par la loi commet une faute pour laquelle il mérite d'être poursuivi en justice, rassurez-vous,
Il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Et cette fois-là, on va demander que l'on on enlève la barrière, on enlève cette sorte de parabrise pour que la justice l'affronte, la justice l'entende. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui a été fait par le Sénat. Je parlais de la parodie, je parlais de la comédie. Pourquoi? Parce que la Constitution exige que, en pareille circonstance, le sénateur à vie qui a ses immunités voit ses immunités être élevées par le Congrès. Dans la Constitution, l'article qui parle du Congrès, nulle part on évoque la levée d'immunité d'un ancien président par la convocation du Congrès. C'est plutôt la loi sur les anciens présidents qui prévoit cela. Et le Sénat a dit qu'entre la Constitution et cette loi-là, la Constitution n'a pas prévu en aucun article où il faut convoquer les congrès pour lever les immunités d'un ancien président de la République. Merci beaucoup pour la nuance. Ce que nous semblons ignorer, c'est le fait que la Constitution est la mère des lois. Il n'y a pas de loi qui ne soit pas conforme à elle. Mais dès lors que la loi est promulguée et avant sa promulgation, elle est sanctionnée par la Cour constitutionnelle comme étant conforme à la Constitution, elle devient comme une sorte d'appendice de la Constitution. Donc c'est ce qui confirme même le principe de la suprématie de la Constitution et de la conformité de toutes les lois à la Constitution. Donc vous comprenez que les articles, si nous devons prendre toutes les lois de ce pays pour commencer à les étayer par rapport à la Constitution, il n'y a pas une seule loi qui viole la Constitution. Le fait de sa constitutionnalité, de sa conformité à la Constitution, ça démontre irréfragablement bien que c'est un ouvrage qui émane de la Constitution parce que la Constitution est la mère des lois. Donc, c'est ce que nous avons expliqué. Nous ne pensons pas que dans cette explication exhaustive de la loi ou de la Constitution, on puisse trouver une disposition qui interdise au chef de l'État de poser des actes politiques, comme nous l'avions dit. En ce qui concerne le Congrès, parce que c'est précisé par une loi qui est conforme à la Constitution, on doit respecter ça. Donc c'est ce qui fait que même le juge, là où il va connaître de cette affaire, il va poser, parce que la justice va être rendue en conformité de la loi, laquelle loi est conforme à la Constitution. Donc il sera alors cette fois-là difficile pour le juge de se déclarer valablement saisi. Pourquoi? Parce que la levée des immunités avait violé la loi dans son articulation où on exigeait le Congrès. Professeur, pensez-vous que cette levée des immunités est motivée par des considérations juridiques solides ou il s'agit d'une manœuvre politique visant à affaiblir l'ancien président de la République? Merci beaucoup, vous venez de de le dire. C'est tout simplement des manœuvres politiques qui consistent à l'affaiblir. Pas plus. Je n'ai pas de commentaires là-dessus. C'est très clair. Quels sont les recours juridiques possibles pour contester cette décision et est-ce que vous pensez que le FCC peut envisager d'utiliser ces mécanismes-là si il existe? Moi, je pense que cette question requiert que ça soit examiné au sein du FCC. Moi, je ne suis pas l'un des décideurs, je ne suis que l'un des exécutants. Une décision comme celle-là, ce n'est pas pour rien que l'on prévoit, si ça arrivait à être confirmé par la Cour constitutionnelle, il y a aussi la cassation qui peut intervenir. Le mécanisme de recours sont prévus par la loi et on va s'y référer. Alors, professeur, comment vous interprétez cette visite de Joseph Kabila où c'est arrivé à Goma dans une zone contrôlée par le rebelle? Est-ce que ça ne vient pas confirmer les allégations du président de la République, notamment, et des autres cadres du pouvoir qui ont toujours soutenu que
le M23, M23, AFC M23, c'était Joseph Kabila qui était derrière comme résistant. Oui, j'ai toujours un peu de malaise pour parler de considérations politiques et politiciennes. Dans le cas d'espèce, le M23 était déjà défait depuis quand Joseph Kabila voulait laisser le, le drapeau du pays à Félix Tshisekedi Tshilombo. Il avait fait le tour de l'Est en partant de Kinshasa jusqu'à Bukavu à bord d'un véhicule. Le M23 n'existait quasiment plus. Il était en déroute. Nous avons appris que le M23 était en acquaintance avec la famille politique du chef de l'État alors que celui-ci était institué, logé à l'Inter, au Grand Hôtel de Kinshasa, pendant plus ou moins 10 mois, pris en charge par le régime. Je crois que c'est sous le ministre Kankondé, ministre de l'Intérieur. Vous n'allez pas prétendre que ce que le ministre de l'Intérieur faisait était non pris en charge par l'État, non pris en charge par le régime. C'était l'un des acteurs politiques du régime qui avait la gestion de ce dossier. Mais depuis, ils ont signé des accords. Mais dans ces accords-là, ils ne se sont pas entendus. Le fait de ne pas être entendu, finalement, ça a réveillé l'esprit de M23. Attention, on dit bien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Entre eux, ils avaient créé des conventions, lesquelles conventions devaient dicter le comportement des deux parties. Mais le fait de n'avoir pas respecté ces conventions-là, on s'est retrouvé dans l'esprit de rébellion du M23 contre le régime de Kinshasa. Je crois que là, il est difficile d'établir un lien de cause à effet entre Joseph Kabila et le M23. C'est plutôt le M23 avec le régime de Kinshasa. Dans une récente intervention, vous avez dit que vous ne voyez pas Joseph Kabila prendre les armes contre le pays. Est-ce qu'on peut considérer sa venue à Goma comme un acteur qui peut rétablir le dialogue et œuvrer en faveur de la paix tant attendue, surtout dans cette partie est de la République démocratique du Congo? À nous en tenir à son discours, je crois, il dit et il le fait. Dans s'en tenir à son discours, il demeure cet homme qui ne va pas prendre les armes contre son pays. Il le ferait, il le faisait, ça serait cette fois-là quelque chose de nouveau. Si il persiste à parler de la paix, et ça et là, il sort des petites paroles comme quoi il peut participer au renversement du régime de Kinshasa sans faire couler une seule goutte de sang. C'est encore Joseph Kabila qui avait dit je vais quitter et il y aura la mutation politique sans effusion de sang. Et je crois il est tellement attaché à son Congo et à son peuple qu'il n'est pas capable de participer à sa mort. Professeur Gabriel Banzamalali, merci d'avoir répondu à nos questions. On va finir par celle-ci. Quel message adressez-vous à ceux qui minimisent l'impact du discours de Joseph Kabila ou qui qualifient ce dernier d'homme du passé? Ils ont toutes les raisons possibles. Il faut savoir que Joseph Kabila a étudié pendant 18 ans le Congo, c'est quoi? Il le connaît. Sur le plan politique, il a trouvé les limites sur ce chemin-là. Il est descendu, vous avez parlé qu'il s'était retiré, moi je dis qu'il était en exil. Après s'être retiré, Joseph Kabila était en train de poursuivre les recherches scientifiques autour de la problématique géostratégique et géopolitique de l'État du Congo. Si vous êtes sur la montagne politique ou tribale, il est difficile de comprendre le discours de celui qui est sur la montagne géostratégique et géopolitique. De la même manière, si vous êtes sur la montagne tribale, vous n'allez pas comprendre celui qui est sur la montagne politique. Et nous disons, Joseph Kabila
a parlé de beaucoup de choses à caractère géostratégique et géopolitique. Beaucoup de gens, beaucoup d'universitaires, beaucoup d'hommes importants dans ce pays ne le comprendront que dans le résultat des actes qu'il va poser. Pour l'instant, nous pensons que nous avons confiance dans son schéma, celui de la recherche géostratégique et géopolitique des solutions dont on a besoin aux problèmes de paix, sécurité et développement rapide, systématique, harmonieux et intégral de la République démocratique du Congo. Professeur Gabriel Banzama Lalé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Julien.